Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il y a peu de beaux documentaires sur l'école, encore moins sur le lycée professionnel. Et bien ça vous fait deux bonnes raisons de regarder celui d'Alexandre Hilaire. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme de français à l'occasion de l'annonce de l'ouverture d'un futur nouveau musée dédié à Jules Verne. Et ça, c'est notre actu. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, zoom sur les intelligences artificielles et les ados. Et puis rendez-vous en fin d'émission, comme chaque semaine, avec Célie Luton, dont on poussera les portes de la librairie pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. Elle vous démontre aujourd'hui que la curiosité est tout sauf un vilain défaut. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Rentrée 1997, Alexandre a 17 ans, il rêve d'entrer en seconde générale, option cinéma, mais la sanction tombe, élève moyen, niveau trop juste. Le voici en BEP électrotechnique au lycée professionnel Marius Bouvier de Tournon-sur-Rhône. C'est le point de départ de Nos vies adultes, très beau documentaire diffusé hier soir sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et que vous pouvez d'ores et déjà voir sur la plateforme France TV. Alexandre Hilaire, bonjour. Bonjour. On commence par des petites présentations en images. Allez. La bande-annonce. Jeudi, dans La France en vrai. L'électrotechnique, c'était à la mode. J'ai vraiment aimé mes 2 ans d'internat. Ils étaient élèves dans un lycée professionnel au milieu des années 90. Que sont-ils devenus? Nos vies adultes. C'est jeudi à 23h05. Voilà, c'est jeudi à 23h05 et c'est surtout en permanence sur la plateforme France TV. Alexandre, on a le point de départ, le point d'arrivée, c'est que donc près de 25 ans après, vous avez fait deux choses, retourner à Marius Bouvier à la rencontre des élèves d'aujourd'hui et retrouver vos anciens camarades de l'époque, en tout cas ceux qui avaient tourné dans Meurtre au lycée. Meurtre noir. Meurtre noir, mince. Voilà, qui était une sorte de court-métrage amateur que j'avais tourné à l'époque dans le cadre du foyer socio-éducatif. Donc un film totalement amateur, qui était un peu représentatif de ma colère, en fait, je pense, avec le recul, je dis ça, de ma colère de ce non-choix d'orientation, en fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'avais voulu... Vous ne vouliez pas atterrir ici? Non, je ne voulais pas atterrir en lycée pro, je voulais faire une seconde générale en option cinéma. Et on m'a dit, non, tu vas aller en pro et tu récupéreras plus tard la filière... général. Voilà. Et ce qui vous sauve, c'est une déambulation dans les couloirs de ce lycée professionnel et un panonceau atelier vidéo, c'est ça? C'est un peu ça, voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait ce matériel qui n'était pas vraiment utilisé. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire une histoire. Mais on vous dit quand même, laisse tomber, l'atelier vidéo, il n'existe plus depuis 3 ans. Hein. Non, on ne me le dit pas directement. Ah oui, on me dit en fait, tout simplement, vas-y, utilise le matériel, mais il faut trouver une histoire. Voilà. Donc moi, j'avais un peu en référence les films d'Hitchcock, puis je lisais énormément de Stephen King. Et donc, le film amateur, c'est vraiment un mélange de ces deux influences-là. On revoit des extraits de ce film dans votre documentaire. La première image néanmoins du documentaire, on voit l'architecture de ce lycée, typique de l'architecture scolaire des années 60. Pourtant, ce n'était pas un lycée au début, le lycée pro est de création plus tardive. Et ça renvoie, dites-vous, à l'architecture de l'usine à un moment donné. Ça fait penser à ça. C'est un lieu de travail. Tout à fait, et puis son emplacement aussi. C'est-à-dire que c'est en fait, moi ce que j'ai remarqué, alors il se trouve que je fais pas mal de repérages pour d'autres films sur la question du lycée pro, et celui-ci effectivement est très implanté à l'extérieur de la ville, totalement à la périphérie, près d'un stade, d'un caravellaire, vraiment dans la zone périphérique, à l'extérieur du centre-ville, et c'est le cas de beaucoup de lycées professionnels. Voilà. Donc c'est vrai que tout de suite on se sent à l'écart. On se sent isolé et on se sent un peu en dehors du monde. Il n'y a pas d'espace de sociabilisation, il n'y avait pas de boulangerie. Si on voulait manger, par exemple, ne serait-ce qu'un pain au chocolat ou un truc en dehors de la cantine. Voilà. On dit pain au chocolat en Ardèche, on ne dit pas chocolatine, non, on dit pain au chocolat. Non, c'est lycée qui est surnommé Alcatraz à l'époque. Voilà. C'est pas sympa quand même. Mais ça en dit long sur cette sensation d'enfermement malgré tout. C'est ça. Après, le lycée pro, il y a aussi un côté qui a réparé beaucoup d'élèves. Moi, ça m'a réparé par la rencontre aussi avec une prof. On va en parler d'elle, elle est extraordinaire. Malika, voilà. Mais si vous voulez, on peut en parler maintenant d'ailleurs. Je peux changer l'ordre de mes questions. Malika, c'est effectivement cette enseignante qu'on revoit, enseignante débutante. Quand vous aviez 17 ans, enseignante plus confirmée aujourd'hui, voilà. et qu'on voit aujourd'hui encore animer des ateliers d'écriture avec des élèves, des ateliers de poésie. Enfin, elle a la foi chevillée au corps, et cette idée que dans le lycée professionnel, il y a lycée, et donc certes on apprend un métier, mais on s'ouvre à la culture générale, on s'ouvre aux arts, on s'ouvre à l'expression. Oui, c'est son engagement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle est extrêmement impliquée dans cette question du théâtre.
notamment, et de la culture en général, impliquée avec ses élèves, c'est-à-dire qu'elle personnalise chaque entretien avec ses élèves, qu'elle prend le temps en dehors de ses heures de cours de s'occuper d'eux. Voilà. Et c'est très beau. Enfin, le film, c'est aussi un juste retour à la fois au lycée pro, mais aussi aux gens qui ont été dans ce lycée et qui m'ont aidé à l'époque à tourner ce film amateur. Passage en lycée pro, en ce qui vous concerne, qui laisse quelques traces, vous dites dans le film, je ne me rends pas encore compte de tout ce que ça détermine, notamment le manque de confiance en soi et une parole hésitante. Je vous avoue que j'ai été frappé ni par l'un ni par l'autre, mais peut-être que vous faites un effort surhumain. Je sais pas, non, mais je suis pas toujours très à l'aise effectivement pour argumenter, ou voilà, j'ai pas eu, voilà, moi j'ai arrêté l'école après le BEP électronique, et bon, après il se trouve que j'ai eu la chance d'intégrer deux ateliers à la FEMIS qui m'ont permis aussi de me donner confiance, mais c'est vrai que ça laisse des traces. Il en reste toujours quelque chose. Il en reste toujours quelque chose, mais pas qu'à moi, mais aux autres aussi. Et les autres, quand vous les faites parler, notamment les anciens, tous partagent cette conscience d'être relégués. Un petit peu, ouais. Un petit peu, dans le film, ils le disent tous. Oui. Ils le vivent quand même pas très bien. Les mots sont forts, hein. Pestiféré, dit l'un d'entre eux. Oui, ou lépreux. Enfin, moi, c'était un peu le souvenir que j'avais aussi à la gare des bus, c'est-à-dire qu'on nous traitait de lépreux. Waouh. Voilà. Et ça, c'était les élèves de lycée général. Exactement, ouais. Avec des sourires moqueurs. Est-ce que les élèves d'aujourd'hui, ça, je ne me souviens pas l'avoir vu dans le film, ils ressentent encore cette relégation de manière aussi violente? Ouais, ils le ressentent. Par exemple, Valentin, qui est un des personnages du film, disait qu'il avait beaucoup de mal avec les lycéens d'aujourd'hui, qu'il le considérait pas vraiment. C'est-à-dire que lui, en lycée pro, on a peu de devoirs. Eux, ils ont plus de devoirs. Donc déjà, il y a ces petites moqueries comme ça, des petites humiliations, voilà, qui peuvent, à l'âge de l'adolescence, être extrêmement violentes en fait. Ouais, et tout ça, 25 ans après, ça n'a pas vraiment changé. On va continuer à en parler. Un peu moins de 700 000 lycéens sont des lycéens professionnels. Tous n'ont pas choisi d'y être. Que devient-on après être passé par une telle orientation? C'est la question fil rouge de ce très beau documentaire Nos vies adultes d'Alexandre Hiller. On le retrouve après l'Anti-Sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. L'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité rebondit dans les programmes et réciproquement. Programme de littérature aujourd'hui, Jules Verne, ça commence d'ailleurs, je pense, dès l'école primaire, à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau musée à Nantes consacré à cet auteur. Oui, alors l'auteur, le père, on va dire le grand-père de la science-fiction française, en effet, il venait d'être annoncé qu'un bâtiment désaffecté va être réhabilité dans le quartier du Châtenay pour accueillir en 2028 une cité des imaginaires et dans laquelle cité on retrouvera le musée Jules Verne. Et moi, je croyais qu'il y en avait déjà un à Nantes. Eh bien oui, il y en a déjà un. Ah, je croyais bien. Oui, il y en a bien un qui est sur la butte Sainte-Anne, mais il est trop petit. Il ne fait que 250 mètres carrés. Alors on y retrouve des manuscrits, des jouets, je sais pas, des œuvres, des affiches, tout ça. Donc cette importante collection va déménager dans un espace beaucoup plus grand qui fera 1000 mètres carrés. Voilà. Et Nantes, évidemment, ça n'a rien d'étonnant. Mais non. Pourquoi? Parce que l'auteur, il a vu le jour à Nantes le 8 février 1868. Son père, Pierre, lui est ce qu'on appelle un avoué, donc un juriste pour faire court. Et sa mère vient d'une famille d'armateurs nantais. Il est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Toute sa scolarité, il la suit à Nantes, qu'il quitte à l'âge de 20 ans. Oui, alors à l'âge de 20 ans, en 48, il quitte Nantes pour Paris afin de suivre des études de droit. Bah oui, parce que papa, il espère que le fiston marche dans ses traces. Jules va même jusqu'à aller s'inscrire au barreau de Paris. Il était prévu qu'il aille travailler chez un ami de papa, un certain Paul Championnière, mais ce Paul va mourir et donc Jules Verne n'exercera jamais. On l'oriente vers le droit, mais la littérature n'est jamais bien loin. Ben oui, parce que on sait qu'il n'est pas connu pour être un avocat, il est connu pour être un écrivain. Donc il a lu énormément, il adore Hugo, il adore Molière, il adore Shakespeare. Il va commencer par écrire quelques poèmes et il fait la connaissance de Alexandre Dumas, le père et le fils, ça tombe bien. Jules Verne propose à Dumas fils un manuscrit d'une comédie qui s'appelle Les Pailles rompues. Ensemble, ils corrigent ce manuscrit et il demande à papa, Alexandre Dumas papa, que cette pièce soit jouée au théâtre historique à Paris. Nous sommes en 1850. Jules Verne, il n'a que 22 ans. Il connaît alors son premier succès. Ensuite, il va écrire des pièces, des nouvelles. Et en 1852, il abandonne le droit définitivement. Cette même année, il devient secrétaire du théâtre lyrique. Premier succès théâtral à l'âge de 22 ans. Il faut attendre quelques années pour le premier succès littéraire. Oui, il aura 34 ans. Alors, il fait la connaissance en 1862 d'un éditeur, Pierre-Jules Hetzel, qui deviendra un de ses plus proches amis. Il lui propose un manuscrit intitulé Voyage en l'air. Il sera publié sous le titre, vous l'avez peut-être deviné, de 5 semaines en ballon. Succès presque immédiat. Ce sera le premier volume des Voyages extraordinaires qui comptera 62 romans et 18 nouvelles. Et parmi ces romans, des célébrités mondiales. Oui, de la Terre à la Lune, 20 000 lieues sous les mers, l'île mystérieuse, pour ne citer que.
Jules Verne qui est aussi un grand voyageur, c'est pas seulement l'auteur du Tour du monde en 80 jours. Oui, puisque c'est un descendant d'une famille d'armateurs, je l'ai dit, donc faut pas l'oublier. En 1867, il part avec son frère en Amérique sur un paquebot. L'année suivante, il achète son tout premier bateau. Il s'installe à Amiens en 1871 dans la famille de sa femme où il écrit le Tour du monde en 80 jours. Il deviendra même conseiller municipal de la ville. Et pendant 25 ans, de 1878 à 1883, il navigue 5 ans beaucoup. peut-être. 5 ans. Ouais. J'ai dit ça, je dis combien? 25. Ah oui, non, 5 ans. Ouais, 5 ans seulement. ça. Mais c'est beaucoup quand même parce qu'il c'est énorme. il va faire il va voyager entre l'Algérie, l'Écosse, la Norvège et en 1884 il voyage en Méditerranée avec sa femme. Donc Bon, ça, un c'est voyageur. plus sympathique, ça. Mais Pardon peu à peu, son état de santé se fragilise. Oui, il souffre d'une jambe parce qu'en 1886, son neveu, pris d'un accès de folie, et c'est peu de le dire, lui a tiré dessus et depuis il boite. Alors aussi de la cataracte et du diabète qui l'emporte le 24 mars 1905 à l'âge de 77 ans. Et s'il est né à Nantes, et si le musée sera à Nantes, c'est bien à Amiens qu'il décède. Mais oui, près de 5000 personnes assisteront à ses funérailles au cimetière de la Madeleine à Amiens. 2 ans plus tard, le sculpteur Albert Rose édifie un monument funéraire à son honneur, le représentant en train de briser sa pierre tombale. Il faut savoir que cette tombe est classée monument historique. Donc à voir à Amiens, je vous le conseille. Et voilà, et bientôt, ce nouveau musée de 10 000 m². 2028. À Nantes. Merci beaucoup, on a pris de l'avance sur l'actu. On se retrouve pour la récré dans quelques minutes. Pour l'heure, Alexandre Hiller. Sur la porte, il y avait donc écrit atelier vidéo. Alexandre Hiller l'a poussé cette porte. La pièce était visiblement désaffectée, mais il s'est lancé dans un projet un peu fou, réaliser un court-métrage. On est en 97 au lycée professionnel Marius Bouvier de Tournon, théâtre du documentaire Nos vies adultes que vous pouvez voir sur la plateforme France TV. Il y a donc ce personnage lumineux du film Malika qui est inquiète, ce professeur de français, qui est inquiète quand même parce qu'on a parlé de ce qu'elle faisait faire, enfin ce qu'elle vous faisait faire à l'époque, la confiance en fait qu'elle vous donnait, qui je pense était quelque chose d'extrêmement précieux. Mais ce que raconte votre film aussi, c'est la bascule vers un lycée professionnel qui ne serait plus qu'un lycée professionnel utilitariste. J'apprends les gestes d'un métier. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'elle est très engagée aussi sur des questions politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voie professionnelle a beaucoup évolué. Alors, moi, à l'époque, un BEP, Bac Pro, c'était 4 ans. Aujourd'hui, c'est sur 3 ans. Donc déjà, les matières générales, les matières d'atelier sont beaucoup plus courtes. Et puis, il y a le questionnement des matières générales qui se réduisent, notamment avec des questions de co-intervention. Enfin, voilà, c'est assez complexe, la filière professionnelle. Et du coup, l'inquiétude de beaucoup de profs, et notamment de Malika, c'est la question de qu'est-ce qu'on transmet à ces élèves qui ont peu de moyens et voilà, quelle école on transmet. Est-ce qu'on leur donne les armes pour devenir des citoyens? Quels outils voilà. D'être autonome, d'avoir une liberté de penser et de ne pas juste apprendre des gestes. Ceci étant, et alors ça c'est frappant dans ce que vous décrivez, dans ce que vous montrez aussi, vous dites que quand vous arrivez dans ce lycée professionnel, vous êtes frappé par le corps de vos petits camarades. Leur corps habite déjà leur statut de jeune travailleur. Vous dites, tiens, il y a une façon de se déplacer, une façon d'arriver là. Exactement, oui, il y a ça. Bon, il faut savoir qu'en lycée pro, surtout dans le monde un peu industriel, c'est beaucoup de garçons. Ouais. Donc, du coup, oui, ça manque de filles, votre truc. La parité, 0. Pas par Malika. Ouais. C'est pas choisi, c'est pas voulu non plus, mais voilà. C'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'il y a un film d'Hélène Milano qui en parle très bien, qui s'appelle Les Charbons ardents, qui parle de ce côté. Elle a filmé pendant quelques années dans plusieurs lycées pro la question de la virilité, qui est une vraie question dans les lycées pro. Mais c'est vrai que moi, je me sentais pas totalement à ma place dans ce lycée professionnel parce que, effectivement, pour eux, c'était beaucoup plus le sport et la culture. C'était pas du tout ça. Moi, j'avais une culture plutôt populaire, plutôt en train de voir des films. Je citais Hitchcock, mais il y avait aussi des films d'horreur, des films fantastiques. Moi, voilà, c'était ça ma passion à l'origine. C'est quand même très patrimonial, Hitchcock. Il y avait les Cronenberg aussi. Cronenberg, c'est un peu plus patrimonial. Il était encore au Festival de Cannes il y a une semaine. Ouais. Oui, mais à l'époque, il était inconnu, effectivement. Ouais. Vos camarades de l'époque, ceux qu'on rencontre aujourd'hui, ils ont tous des métiers. Parfois, ils gagnent très bien leur vie, dites-vous, en tout cas bien, au minimum. Mais ça ne suffit pas à les rendre heureux. Pour certains d'entre eux, il y a un petit côté quand même, on m'a mis sur des rails. Et ok, je ne peux pas dire que j'ai une moche vie, mais ce n'est pas vraiment une vie que j'ai choisie. Oui. Ça c'était la découverte, c'est-à-dire que moi je les avais pas revus depuis 27 ans et donc je suis allé à la rencontre à partir de ces images parce qu'il y avait ce questionnement-là qui me trottait dans la tête, c'est-à-dire que sont devenus ces élèves qui ont vécu la filière professionnelle, comment ils l'ont vécu,
moi je l'avais vécu avec un sentiment de honte, et j'avais envie de savoir un peu qu'est-ce qui s'était devenu. Effectivement, là où ça m'a surpris, c'est que eux, certains effectivement, comme je le dis dans le documentaire, gagnent très bien leur vie, sont plutôt heureux, puis d'autres... Vous dites c'est même plus stable et moins précaire que de faire réalisateur. Voilà. Ils s'en sont économiquement en tout cas sortis de manière plus stable. C'est ça, c'est sûr. Mais surtout, par exemple, il y a Aydin, c'est vrai que c'était quelqu'un qui m'avait beaucoup touché à l'époque. C'était votre assistant à la mise en scène à l'époque. C'était à la fois l'assistant, mais il était aussi, il savait bien parler aux autres, il lisait beaucoup de philosophie, voilà, il était plutôt beau parleur, enfin, voilà, il dégageait quelque chose, il avait une sorte de charisme, voilà, qui dit aujourd'hui, oui, je regrette finalement de ne pas avoir fait des études de psycho, on m'a mis là, c'est le cours de la vie, alors aujourd'hui je gagne mal ma vie, voilà, je ne vais pas raconter le documentaire, mais voilà, il y avait quand même un sentiment chez lui... oui, une petite déception, mais pourtant pour moi il avait quand même réussi quelque chose, quoi. Ça c'est pas dans le documentaire, on va pas le raconter, donc quand vous les appelez, ou quand vous leur écrivez, j'en sais rien, en leur disant « Coucou, c'est Alexandre, ça fait 25 ans, je sais pas si tu te souviens de moi », ils vous reçoivent bien, vous avez eu des refus Non, ils m'ont tous plutôt bien reçu, certains n'ont pas voulu être filmés ou se sont tenus à l'écart, mais plutôt, ça a été plutôt bien reçu, voilà, Arnaud au début a mis du temps à se remémorer l'histoire du film, enfin voilà, il avait un peu oublié, et puis tout de suite après on s'est revus, ça. Ce qui est marrant, c'est que vous leur remontrez le film et ils le regardent pour certains avec leurs enfants. Oui. Et donc là, il y a quand même des séquences assez... Papa, tu ressemblais à ça. Ce qui se joue à l'époque dans cette architecture, dites-vous, et je reviens à l'architecture dont on parlait au tout début, elle dessine un espace qui interdit de rêver. Et c'est quand même un des grands sujets du film, le rêve, comment on casse les rêves des ados. C'est-à-dire que moi, le rêve, il avait été cassé un petit peu avant, c'est-à-dire cette question de l'orientation, c'est-à-dire comment... Enfin voilà, moi j'avais vraiment ce désir de faire des films. J'avais commencé à faire des films quand j'étais en 4e, par l'intermédiaire du montage. Et du coup, je savais vraiment ce que je voulais faire. J'étais pas un élève, effectivement. J'étais plutôt un élève moyen. J'avais 10-11 de moyenne. Et on me dit, tu vas faire la filière professionnelle, sans savoir ce que ça impliquait au début. Donc moi, j'ai dit oui, parce que quand on a 14 ou 15 ans, c'est difficile de savoir. Mes parents n'ont pas fait d'études et ils reproduisaient, je pense... C'est ça. Et puis à la limite, on entend dans le lycée professionnel, il y avait le bac pro qui était arrivé aussi dans le paysage, donc tout ça était plutôt valorisant dans certains univers. Oui, puis alors moi à l'origine j'aimais bien aussi la technologie, donc on m'a dit si tu verras ça ressemble à la techno, tu feras un petit peu de techno. La techno au mieux. Alexandre Hiller qu'on retrouve juste après la récré pour continuer à parler de ce documentaire Nos vies adultes que vous pouvez voir sur France TV, mais pour l'instant c'est la récré. Récré super rassurante, Cécile, puisque nous parlons d'intelligence artificielle qui visiblement inquiète les adolescents. Oui, c'est pas folichon, mais voilà. Une récré importante, essentielle. C'est en effet la conclusion à laquelle est arrivée l'enquête menée par Milan Presse et le CSA, une enquête menée auprès de 1500 adolescents âgés entre 15 et 17 ans. 90% d'entre eux ont déjà entendu parler de l'IA. Ça, c'est un premier point. Pardon. 73% craignent que l'IA soit utilisée pour manipuler l'information. Première inquiétude, ils sont aussi 71% à penser qu'elle pourrait affecter la protection des données personnelles, de la vie privée ou encore la réputation en ligne. Ensuite, le tableau n'est pas folichon. 2 tiers affirment que l'on trouve de fausses informations sur les outils d'IA et que cela peut avoir un impact négatif sur le climat, l'emploi et la formation. Bon, ils sont assez lucides finalement. Ils voient quand même quelques aspects positifs. Oui, ils estiment que l'IA peut avoir un aspect positif sur la recherche scientifique, la santé. Et s'ils s'en méfient, ils l'utilisent principalement pour les aider à faire leurs devoirs ou pour obtenir des réponses aux questions qu'ils n'osent pas poser à un adulte. Par exemple, d'ailleurs, l'association HF Prévention a créé un copain virtuel qui s'appelle Sacha et qui répond par exemple aux questions sur la sexualité. Voilà. Et donc quand on leur demande si ce serait bien qu'il y ait des règles claires sur l'utilisation de l'IA, ils sont plutôt pour, oui, c'est ça. Ils demandent des règles claires. Ils ont la tête sur les épaules et ils sont 82% à le faire. Et je rappelle qu'en février 2024, donc dernier, au sein de la Commission européenne a été créé le Bureau européen de l'IA qui supervise l'application et la mise en œuvre de la législation sur l'IA avec les États membres et que le 21 mai dernier, donc c'était il n'y a pas très longtemps, les 27 pays membres ont définitivement approuvé une législation inédite au niveau mondial pour réguler les systèmes d'intelligence artificielle. Cécile, dernière question, ils ont été interrogés sur les deepfakes ? Oui. Et alors, ils connaissent le mot, ça c'est rassurant. Mais 79% disent qu'ils ne sont pas assez informés dessus. 60% d'entre eux ont déclaré avoir déjà vu des vidéos montrant quelque chose qui ne semble pas vrai. Pour autant, ils ne sont que 50% à dire qu'il leur arrive de vérifier une information avant de partager
une vidéo. Ils n'ont pas un avis très tranché concernant les deepfakes. 53% les trouvent plutôt amusants, 38% les trouvent plutôt effrayants. Mais en fait, ils disent qu'ils ne pourraient pas distinguer un vrai du faux. Je rappelle quand même que c'est un sujet très important puisque les deepfakes, les premières victimes, ce sont les adolescents. Par exemple, en Floride, en mars, des adolescents de 13 et 14 ans ont été arrêtés pour avoir créé des deepfakes nus de leurs camarades de classe. Donc c'est un sujet important. Et oui. Une récré, pas drôle, mais essentielle. Allez, merci beaucoup Cécile. Grand oral, Alexandre Hilaire. Nos vies adultes, c'est donc le titre de ce documentaire très réussi d'Alexandre Hilaire sur le lycée professionnel. Si vous l'avez manqué hier soir sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez vous rattraper sur la plateforme France TV. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en revenant à Mérius-Tournier, à Tournon-sur-Rhône, dans ce lycée qui avait été le vôtre parce que vous n'étiez jamais revenu pendant 25 ans. Non, j'étais jamais revenu. Ouais. Il a un peu changé déjà, non? Parce que aux images à l'intérieur, oui, voilà, il y a une raison plutôt, qui a l'air plutôt sympatoche. Comment? Ça a l'air plutôt sympathique. Oui, c'est plutôt sympathique. Le cadre est plutôt sympa. Il y a une forêt à côté. Voilà. Après, il y a effectivement, c'est ce que je disais, c'est qu'en face, il y a le stade, à côté le Caravella. Enfin, on est quand même dans une zone qui est très périphérique. Non, ce qui m'a frappé, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'ateliers. C'est-à-dire que avant, je me souviens qu'il y avait un espace qui était vraiment le foyer socio-éducatif avec cet atelier vidéo. À côté, il y avait un atelier photo. Ensuite, il y avait un atelier avec baby-food, buvette, etc. Tout ça, ça a un peu disparu. Voilà, donc j'ai eu un sentiment un peu de vide comme ça quand c'est devenu plus scolaire, quoi. Enfin, c'est devenu plus scolaire, moins lieu de vie. Moins lieu de vie, moins le lieu où on ouvre à la culture. Mais il y a encore des personnes qui ouvrent à la culture. Je pensais à Malika, mais il y a d'autres profs. Je pense à la documentaliste aussi qui est très impliquée sur la question d'élèves pour lycéens au cinéma, pardon. Alors, je ne sais pas si elle est conseillère d'orientation ou CPE, mais cette personne aujourd'hui, vous avez filmé un échange entre un élève qui hésite entre le stand-up et le foot. Et on la sent, moi j'ai trouvé que c'était une scène forte du film d'ailleurs, parce qu'on la sent super gênée en fait. C'est-à-dire qu'elle n'ose pas lui dire, franchement, ça va être super compliqué ton affaire, et c'est plutôt sympa quand on regarde le film de dire elle ne veut pas justement lui casser complètement ses rêves, et puis en même temps elle rame pour lui dire écoute, et puis ils le font tous dans Parcoursup, il faut quand même jouer la sécurité à un endroit ou à un autre parce que sinon tu vas te retrouver dans le vide, quoi. Et il y a une ambivalence du discours des adultes aux jeunes que j'ai trouvé très à la fois touchante et frappante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Parcoursup, c'est devenu extrêmement compliqué. Alors, c'est Muriel qui est la CPE du lycée qui s'occupe aussi des questions d'orientation. C'est-à-dire, c'est l'échange avec Valentin, quoi. Et effectivement, moi, je trouvais ça intéressant de montrer à quel point, ils sont pris dans un système qui est Parcoursup, qui rend les choses de plus en plus compliquées. Et notamment pour les lycéens professionnels. Et encore plus. Valentin réfléchit à STAPS, si je me souviens bien. C'est ça. Alors il hésite. Il est entre foot et stand-up déjà. Voilà. Et ça a évolué au cours de l'année. Ouais. Au début, c'était comédien. Après, il voulait faire STAPS, enfin du sport, etc. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont, je pense, encore plus pris au piège à cause de Parcoursup que nous à l'époque. Voilà. Moi, finalement, je m'en suis sorti un petit peu grâce au cinéma, grâce aux rencontres. Mais aujourd'hui, il faut que les jeunes s'accrochent, quoi. Ouais, au cinéma, en commençant par faire un job de gardien de décor. Ouais, j'ai fait c'est ce que vous racontez au début. J'ai fait plein de boulots, petits boulots, dont ramasser des pêches, mais j'ai été un jour pris. Dans ce qui est dans la région, en Ardèche. Voilà. Dans la Drôme en face, c'est pas mal comme job. Ça va. Mais j'ai été pris en tant que gardien décor sur un tournage, et c'est comme ça que. Mais à côté de ça, j'écrivais mes courts-métrages, j'écrivais des documentaires, voilà. Donc j'avais ces petits métiers à côté. Et qu'est-ce qui fait qu'en dépit de ce manque de confiance, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites, vous vous accrochez quand même à ce qui est votre projet, peut-être votre rêve, depuis que vous êtes tout petit, et que vous vous dites c'est pas grave, ils m'ont mis la honte, on m'a mal regardé à l'arrêt de bus, à part Malika et peut-être quelques autres, mais enfin en gros l'éducation nationale m'a pas non plus porté, je vais y arriver. Qu'est-ce qui a fait que je pense que c'est vraiment l'obsession et le désir de faire des films. Voilà. Alors au début, j'ai fait des films de manière extrêmement instinctive, et puis petit à petit, j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais raconter. C'est grâce vraiment à l'atelier documentaire à la FEMIS que j'ai vraiment pris conscience de ce que je voulais faire, et c'est pour ça que je fais aussi aujourd'hui un film beaucoup plus personnel que ce que j'ai fait avant, parce que j'ai fait énormément de films sur des cinéastes, et ça m'a permis d'oser... Et d'oser faire un film à la première personne. Voilà, et de raconter ces zones un peu invisibilisées, quoi.
C'est un film à la première personne, mais d'abord il y a plein d'autres personnes qui parlent dedans et vous verrez, ça parle à tout le monde aussi. Regardez-le, c'est sur la plateforme France.tv. Vous restez avec nous, on va pousser les portes de la librairie de Célie Luton puisqu'on est vendredi. Cécile, merci beaucoup. Célie, la librairie. Et comme tous les vendredis, notre rendez-vous avec Célie Luton. Célie, bonjour. 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 Petite sélection de livres aujourd'hui pour illustrer le fait que la curiosité n'est pas un vilain défaut. 3 ouvrages documentaires jeunesse et des livres étiquetés pas sympas. On va commencer avec Les Loups. Bah oui, voilà, on va rester curieux, mais on va aller voir des sujets qui sont souvent étiquetés. Le loup, bah, il est toujours grand et il est méchant. Voilà, C'est ça. Bah non, c'est pas vrai pour celui-ci. Et puis tout est bon dans Le Loup. Oui, parce que là, c'est le loup qui revient. On connaissait le grand méchant loup du chaperon rouge, des 3 petits cochons, il fait peur. Là, depuis le XXe siècle, on a un loup un petit peu ridicule, un peu loser. Là, c'est ni l'un ni l'autre, parce que le loup, il reprend la parole et il donne sa version. Il va nous dire, non, regardez mes babines, regardez mon pelage. Regardez-moi les babines. Ils s'en vendent. Voilà. Regardez mes babines, elles sont pas belles mes babines. Il est beau, il est gentil, il n'a pas forcément envie de tout le temps manger les petits cochons. Il va nous parler de sa réputation et c'est magnifique. Et de ses coussinets, c'est signé Didier Lévy, Irène Bonassina. C'est aux éditions Kaléidoscope. Ça vient de sortir en plus. Ça vient de sortir, oui, tout mais Irène nouveau. Bonassina, on en a déjà parlé parce qu'elle illustre les premiers romans Oscar et Carrosse. Et ce sont mes préférés. Alors, cœur, c'est pour les Toujours. tout petits, ça, des 3 ans. Oui, 3-4 ans, aucun problème. La vie mystérieuse des rats. Oui. Mais là aussi, le rat, mais qu'est-ce qu'il est sympa. Oui, c'est vrai qu'en apparence, c'est pas le sujet que vous avez envie de Non. partager le soir avec vos enfants. Mais les rats, là, on dit toujours, ils sont répugnants, ils sont dégoûtants, ils sont pas beaux. Mais d'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'on a essayé de voir un petit peu leur intelligence ? Parce que, à mon avis, ce n'est pas inutile. Vous avez le rat des villes, le rat des champs. Voilà. Ils sont assez mignons quand même. Enfin, les dessins de Ils sont Sébastien tout à fait Morin, c'est joli. ragoûtants. Ragoûtant, j'aime Elle est bien. pas de moi, elle est J'aime Pénélope. beaucoup. Merci J'aime Pénélope beaucoup. pour la blague. On Elle envoie des blagues. Et ces rats, nous les devons à Sophie Humann pour le texte et à Sébastien Mourin pour les illustrations. C'est aux éditions Actes Sud Jeunesse. Et là aussi, ça vient de sortir. Ça vient de sortir et ça, je le conseille pour des enfants en début de primaire parce qu'à lire tout seul, les phrases sont courtes. Ouais, c'est assez costaud d'ailleurs. Il y en a beaucoup. C'est beaucoup, mais vous faites un chapitre à chaque fois. Bisous. Et voilà. Le tour est joué. Et enfin, une histoire des jardins. On ne va pas dire que les jardins sont moches. Mais c'est vrai que c'est pas le sujet le plus glamour au départ. Ah d'accord, c'est pour ça. Voilà, c'est pas le sujet. vous l'avez où on se dit, rangé avec oh là les là, loups. tous les enfants veulent un documentaire sur les jardins. Non, surtout quand c'est pour parler de leur histoire. Là, on va voyager dans le temps. De l'Antiquité à nos jours, 15 jardins. Donc ça peut être Versailles. Extraordinaire, hein. Ben voilà, ce serait Les une illustrations allégorie du sublimes, pouvoir. quand même. Là, on est C'est magnifique, en ça c'est Italie. Thomas Bass. Oui. Et vous allez redécouvrir Hildegarde de Bingen. Est-ce que je le dis bien? Ah ben, extraordinairement bien. Ah, voilà. Vous Je nous suis rappelez qui ravie, est Hildegarde de Bingen? C'est génial. Et elle, on la connaît, mais on la considère aujourd'hui comme une pionnière de l'écologie, parce qu'elle a écrit pas moins de 300 textes sur les plantes médicinales. Formidable. Ça, c'est Oui. pour la fin du primaire, documentaire coécrit par Mirabel Croisier, Antoine Kenardel et Charlotte Fauve. Illustration, vous l'avez dit, c'est Thomas Bass. Et c'est chez Gallimard Jeunesse. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Ouais. Merci beaucoup pour ces nouveautés Vous allez être printanières. curieux, hein? Ben ouais. Et les lire. Merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir rendu visite. Le prochain film, il est sur quoi? Sur la filière professionnelle. Sur la filière professionnelle, et plus précisément. Je peux pas trop en parler, mais c'est un Non, long c'est vrai. métrage. De D'accord. Et vous voulez pas faire un documentaire sur... Parce que Malika, on aimerait la connaître mieux quand même. Je sais pas, je vais réfléchir, mais Allez, Madame Malika, je ne vous connais pas, c'est une question totalement téléguidée, mais franchement, ce serait formidable, ce documentaire, j'en suis persuadé. C'était le message perso de la fin d'émission. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés. Vous allez sur la plateforme France TV, et puis vous revenez sur School TV après, mais vous allez quand même sur la plateforme pour voir le documentaire Nos vies adultes. Et je remercie également toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec, assistée par Pénélope Day, ragoûtante pour la préparation de l'émission, qui en régie sont avec au son Héloïse Merlin et à la réalisation Théo Bosca. Vous restez sur School TV donc, et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.